On nous a placés, toutes les filles qui portaient le foulard, on nous a placés dans une salle. Je me souviens très bien de la salle A240, c'était la salle de réunion. Et on nous a mis toutes à l'écart, ensemble. Pendant 2 mois, on n'a pas eu le droit à aller en cours, quoi. On était là pendant toute la journée, de 8h du matin jusqu'à 6h du soir. Donc en fait, on était un petit peu les pestiférés du lycée, quoi. On nous enfermait là, mais après, bon, quand on allait voir nos camarades pendant la pause de récréation, on prenait les coups, on rattrapait, parce que nous, on ne se voyait pas du tout se faire exclure. Donc en plus, toutes les filles, on était une trentaine. On était une trentaine dans la salle A240 tous les jours, quoi. On rentrait dans le lycée, on voyait nos camarades 5-10 minutes avant qu'ils aillent en cours, et ensuite on nous mettait dans cette salle à l'abri des autres, à l'abri des regards. Je sais pas, c'est comme c'est une drôle de sensation de rentrer. On rentre dans le lycée, mais après on vous met à part. En novembre, quoi, moi j'ai été exclue le 21 novembre 1994. Donc je suis passée au conseil de discipline. Alors là, c'est quelque chose d'horrible, c'est atroce. Quand moi, on m'a dit que je passais au conseil de discipline, quel manquement de discipline j'ai eu? C'est ça qui est le plus choquant. C'est, vous allez passer au conseil de discipline, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait. Quand le proviseur m'a tendu une feuille, et sur cette feuille, il y avait écrit mon nom, il y avait écrit Mademoiselle Awizdi Fatima, et renvoyé, exclu définitivement. Et en dessous, il y avait A, c'était pour marquer l'heure. Il était 10h30, il a marqué 10h30. Il m'a tendu la feuille et il m'a dit, il est 10h30, à 10h31, je ne veux plus vous voir dans l'enceinte de l'établissement. Et ça, je crois que ça a été le pire de tout, même le fait d'être enfermé dans cette salle. Mais ça, c'était le pire, le fait qu'il me tende cette feuille et qu'il me dise, dehors, quoi. Dehors, on veut plus de toi. En tant que journaliste, il est important pour moi de comprendre les réactions suscitées par certains signes religieux ostensibles. D'ailleurs, tout signe religieux n'est-il pas forcément ostensible ? D'après un sondage IFOP réalisé en janvier 2011 pour le journal Le Monde, 42% des Français considèrent la présence musulmane comme une menace. Il n'était même pas question d'islamisme, simplement la présence musulmane. Près de 4 millions de musulmans, français pour la plupart, qui pourraient constituer une menace pour la moitié des Français. Comment en est-on arrivé là ? Écoutez, moi, ce que je vois, c'est que la République française est en train de se soumettre purement et simplement à la charia. Je crois que la Troisième Guerre mondiale est déclarée. C'est une guerre de religion qui peut assassiner ce siècle, nos enfants et les enfants de nos enfants, et qu'il serait temps de s'en rendre compte. Ce que dit Jacques Ségala est juste. Je crois qu'on est dans une guerre de religion qui ne veut pas avouer son nom depuis le 11 septembre 2001. Et on le voit aujourd'hui, on parle des mosquées en France. La plupart de ces mosquées sont grandement financées par l'Arabie Saoudite. Je ne suis pas le seul dans ce pays à penser que l'islam, je dis bien l'islam, je ne parle même pas des islamistes, en tant que religion, apporte une débilité d'archaïsme divers. S'il me plaît de dire de ces islamistes que ce sont des refoulés sexuels, je dis ce sont des refoulés sexuels. C'est ma totale liberté. Et je pose la question de savoir quand va-t-on voir des délinquants ou des criminels de confession musulmane demander à ce que les magistrates françaises portent le voile ? Selon l'article 18 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ces droits impliquent la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Dans une société qui semble parfois plus tolérante avec les assassins branchés, les mafieux beaux-parleurs ou les délinquants repentis, il serait intéressant d'évaluer la réelle menace suscitée par certains signes religieux auprès de l'opinion publique. J'hallucine, il se croit. Il se croit où sur-t-il, mais c'est clair. Je sais pas ce qu'on lui d'appeler là.
Alors que notre vendeur de drogue dure a pu travailler en toute impunité, cet homme qui prie en pleine rue s'est fait dénoncer en moins de 10 minutes et a soulevé un véritable tollé parmi les passants. Madame, pourquoi avez-vous dénoncé ce monsieur à la police, madame? Mais je n'ai pas honte de ce que j'ai fait. C'est un comportement hostile à nos valeurs, à la République. Nous sommes dans un état laïque. Ce monsieur n'a qu'à retourner dans son pays. Mais je suis dans mon pays, je suis français, je suis né en France. Vous êtes française, madame? Non, mais je vis en France. J'aime ce pays. Mais moi aussi j'aime mon pays. Je suis français, je suis né en France. Ça se mérite d'être français, monsieur. Et je le mérite peut-être plus que vous. La France, tu la mérites ou tu la quittes. La religion fait peur, car c'est le libre arbitre de l'individu qui paraît alors soumis à une force occulte, un pouvoir divin invisible et incontrôlable, et qui n'a que faire des lois de la République. La burqa est une dérive sectaire, ce n'est pas une prescription religieuse. Les lois du vivre ensemble, la dictature du sourire, l'obligation que l'on a de se montrer à visage découvert, d'être heureux les uns avec les autres. Même si cela part d'un bon sentiment, cela constitue pour certains le début du fascisme. Le fascisme commence à partir du moment où l'on cherche par tous les moyens à faire le bonheur des gens, y compris par des méthodes coercitives, de plus en plus répressives, voire violentes. Le fascisme, c'est l'instauration obligatoire d'un modèle de société, décidé par un petit groupe d'individus, qui ont décidé bien souvent par tous les moyens de faire votre bonheur. Le paradoxe est atteint lorsqu'on stigmatise, lorsqu'on verbalise, voire qu'on insulte, qu'on humilie la femme en burqa, car on prétend en fait agir ainsi pour son bien à elle, puisqu'en réalité on lutte contre sa condition de femme soumise, de femme voilée. On lui inflige ainsi une sorte de double peine. On estime qu'il y a un peu plus de 400 femmes en burqa dans tout l'Hexagone, soit 0,01% des musulmans vivant en France. Pourtant, ces quelques cas ont alimenté depuis des mois de nombreux débats passionnés. C'est une question de principe. C'est la condition de la femme qui est bafouée. J'aimerais pas que ma fille se promène voilée, encore moins en burqa. Nous devons choisir la société que nous allons proposer à nos enfants. Cette mère a raison. Elle doit pouvoir choisir la société qu'elle veut léguer à ses enfants. Mais doit-elle alors militer pour une interdiction définitive de tout ce qu'elle ne souhaiterait pas pour sa fille? Ah, ça y est, le coup de la prostituée. C'est trop facile. La différence, c'est que la prostituée, elle va pas faire de prosélytisme. Elle va pas inciter ma fille à la rejoindre. Pas votre fille, mais votre fils peut-être. Prosélytisme, le mot est lâché. C'est donc peut-être la peur qui anime les militants anti-burqa, celle de voir un jour cette pratique se répandre dans toute la société française. Il ne faut pas mélanger la religion et la vie publique. Cette dame en burqa, elle a le droit de vivre sa religion, mais chez elle, je ne dois pas le voir. À la limite, je ne veux même pas savoir de quelle religion elle est. Ça ne m'intéresse pas. Je ne dois même pas le voir. Au moins, les sectes, elles nous emmerdent pas avec ça. Comment ça s'appelle? Les scientologues et tout ça. On sait pas qui c'est et c'est tant mieux. Les francs-maçons, c'est pareil. Ils font leur truc dans leur coin, ils nous embêtent pas. On sait pas qui est franc-maçon, qui ne l'est pas et tout le monde est content. Mais vous ne pensez pas que c'est ce qui va encourager le communautarisme, au contraire, le besoin de se cacher? C'est ce qu'on appelle la sphère publique. On ne parle pas de religion, on ne parle pas de son intimité. Tout ça, ça ne regarde personne. Il faut être neutre. Comme ça, pas de conflit. Et ça ne pousse pas à l'ennui? Cette peur du débat public et de la différence? Ça s'appelle être bien élevé. L'islam est aujourd'hui la deuxième religion en France, après le catholicisme. Il est sans doute difficile